traitons trois sujets avec notre invité. Ce soir, on va parler de la République démocratique du Congo, évoquer le procès Kamere, jugé pour détournement de fonds présumés. Nous allons parler également du Burundi où le général Ndayishimiye a été déclaré vainqueur de la présidentielle. L'opposition conteste. Et puis en Côte d'Ivoire, le FPI en cours de réunification en vue de la présidentielle de novembre. J'aborde ces sujets avec Maître Eric et Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir Samuel Niaoui. La République démocratique du Congo, le 11 mai dernier, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de la Makala, avait tenu sa première audience dans l'affaire ministère public et partie civile contre Vital Kamere et consort. Monsieur Kamere, directeur de cabinet du président Tshisekedi, est poursuivi pour détournement de fonds à propos de la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme dit des 100 jours. Du président Tshisekedi, Maître Sosa. C'était un signal très positif que la justice RD congolaise avait envoyé au monde entier. Même les gros requins ne sont pas tellement à l'abri de poursuites. Mais écoutez, oui, c'est un signal extrêmement positif. Nous pouvons souhaiter que cette politique et cette ligne de conduite soient pérennes jusqu'à la fin du mandat de M. Tshisekedi pour ancrer dans les habitudes la culture de l'impunité et surtout de l'intouchabilité pour un certain nombre de caciques qui, sous prétexte qu'ils sont, que le pouvoir leur est redevable, commettent des exactions au préjudice de l'intérêt public, parce que quand même ce n'est pas rien. Ouais. Le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un personnage qui parfois est au-dessus du Premier ministre. Parce que le Premier ministre lui-même parfois doit passer par lui pour avoir accès au chef de l'État et certains dossiers lui sont soumis préalablement avant que le chef de l'État ne les connaisse. Donc oui, on est là au cœur du pouvoir et je n'imagine pas une seule seconde. C'est-à-dire que, bon, si tu veux, la défense de M. M. Kamere mélange un peu les genres. On laisse supposer que ce serait une chasse aux sorcières anticipée parce qu'on a signé des accords au terme desquels en 2023 c'est à lui que reviendrait le tour de se présenter. Alors donc il s'agit de le neutraliser. Non, je crois que cette défense-là, elle est totalement inopérante et elle n'est pas acceptable. Pourquoi ? Je ne connais aucun juge dans aucun pays d'Afrique et notamment en RDC qui s'aviserait d'aller chercher le directeur de cabinet s'il n'a pas un dossier relativement ficelé, relativement bien ficelé. Aucun ne le ferait. Et pour faire cela, il est obligatoire que le chef de l'État soit informé, il est obligatoire qu'il donne son assentiment, parce que sinon, alors c'est lui qui empêche la justice de fonctionner. Il est temps que la justice s'affranchissent de la tutelle de l'exécutif systématiquement, comme ça se voit. Mais bon, quand je vous dis cela, vous savez, aux États-Unis, nous avons un exemple éclatant d'empiètement permanent de l'exécutif dans le judiciaire. Bon, ce qui plaît à M. Trump doit trouver une confirmation à la Cour suprême des États-Unis. C'est un scandale total, c'est un recul de la démocratie et c'est à désespérer de la séparation des pouvoirs. Mais bon, si dans un pays africain, en RDC notamment, on a ce profil, on a, si vous voulez, ce style de gouvernance, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter et souhaiter que ça aille jusqu'au bout. Si M. Kamere est innocent, mais qu'il soit innocenté, blanchi, que son honneur soit restauré et lavé. S'il est coupable, il faut que la rigueur de la loi soit implacable. C'est tout. Mais à ce moment on était arrivé au moment de la procédure où la justice a trouvé utile de placer M. Kamere dans les liens de la détention préventive. Ça veut dire que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le dossier est tellement solide qu'on a eu l'outrecuidance de placer le directeur de cabinet en détention préventive. Vous savez quoi ? Très souvent, ici à Lomé, on arrête des gens et on les place en détention préventive pour une question de faux documents dans une transaction quelconque, d'achat de voiture ou d'enlèvement d'un véhicule ou de marchandises au port. Ce sont des gens qui
par ailleurs, ont des garanties de représentation. Oui. Ils n'iront faire pression sur personne, mais on les place quand même en détention préventive. Voyez? Alors, quant à ce niveau de puissance, vous avez quelqu'un qui est suspect d'avoir commis des actes qui, s'ils sont avérés, sont considérables en termes de responsabilité pénale. Vous le laisserez dehors, il influencera tout le monde, il fera capoter toutes les enquêtes parce qu'il est super puissant. Alors quand ces avocats disent, si j'étais dans leur cas, je crois que par réflexe je le ferais aussi. La même chose, Mais là, ici, je suis un citoyen africain lambda qui réfléchit sur la marche des choses, la bonne marche notamment. Eh bien, il est tout à fait sain que ce monsieur soit placé en détention provisoire, parce que si on le laisse en liberté, il peut créer toutes les collusions possibles pour complètement enfariner l'enquête. Oui. Donc c'est une mesure de sûreté qui paraissait indispensable vu le profil du personnage et vu la gravité des faits. Donc là, pour le coup, la détention provisoire se justifie. Mais attendez quand même, un directeur de cabinet du chef de l'État, il est en détention en quartier VIP. C'est pas à la soupe commune du détenu lambda à la Makala. Non. Donc quand même, n'exagérons rien. En même temps, l'affaire Caméré, même si elle est révélatrice de ce que le pouvoir judiciaire est suffisamment indépendant au niveau de la RDC, elle montre quand même que dans l'entourage du chef de l'État, on a l'impression qu'il y a eu un problème de casting. Non, là notamment il n'y a pas eu de problème de casting, parce que si vous voulez, on avait dit ici même que l'élection ou le positionnement de Tshisekedi comme chef de l'État était une opération purement politicienne, et que le plus vraisemblable était que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand on est dans cette position, étant un peu fantoche, on dépend de ceux qui vous ont fait roi. Et Caméré a beaucoup joué dans l'installation de Tshisekedi à la place où il est. Donc, quelque part, il ne pouvait pas, à cause justement des redevances qu'il a à verser au pouvoir sortant de Kabila, il ne pouvait pas se passer de certaines personnes, dont Vital Caméré. Donc c'était la moindre des choses qu'il lui nommait directeur de cabinet, comme il l'a été lui-même d'ailleurs pour le sortant, le même Caméré. Il y a aussi un ministre en fonction actuellement qui est également impliqué dans la même affaire, d'où la question du casting qui revient. Non, attendez, vous pouvez parfois... d'abord, si les critères sont purement techniques, alors vous avez un gouvernement de technocrates qui ne comprennent rien à la chose politique et qui peuvent se planter aussi parce que ils peuvent tout à fait flancher devant la facilité de gagner de l'argent en ne sachant pas de quoi demain est fait dans leur carrière politique. Ou alors vous avez un gouvernement constitué ou un exécutif constitué de politocrates qui, eux, ne savent sans faire que de la politique, vont absolument politiser tout ce que vous voulez faire. N'importe quelle décision doit être lue sous la grille du bénéfice politique. Et avec ces gens-là, à un moment donné, vous avez aussi ce genre de problème. Donc, non, c'est pas un mauvais casting en tant que tel. C'est la probité des gens quand ils sont aux affaires qui est toujours questionnée. Et vous prenez parfois les meilleurs, les honnêtes, les plus probants, et quand ils sont aux affaires, la main dans le cambouis, il arrive que les doigts glissent. C'est humain, ça. Donc je n'irai pas dire que le casting était mauvais. Non. Est-ce que vous arrivez à comprendre quand même la ligne de défense de Caméré qui, quand on le suit très bien, je vais essayer de lire une partie de ses propos, on me reproche des détournements de deniers publics. Je voudrais que le procureur puisse démontrer comment j'ai détourné l'argent payé à M. Djamal. C'est-à-dire pour lui, il n'a à aucun moment détourné de l'argent, alors qu'on sait qu'il était le directeur de cabinet du président et en charge du programme d'essence, et l'argent a disparu. Principal. Alors, quand on est ordonnateur, ça veut dire qu'on surveille le flux des dépenses qui doivent être effectuées. Donc, dire qu'il n'en sait rien et que tout ça lui a échappé,
ou alors il est un très mauvais cadre d'État, ou alors il est un très mauvais menteur. Mais dans les deux cas, c'est incroyable, invraisemblable que quelqu'un à ce niveau de responsabilité dise « Moi, je ne sais pas. Il y a eu de l'argent qui a été payé, mais je ne sais même pas qui l'a reçu ni combien. Mais alors pourquoi il est ordonnateur? Pourquoi il est directeur de cabinet? Pourquoi il est en charge de gérer le dossier des 100 jours? Pourquoi? Donc il n'est au courant de rien de ce qui se passe en mal, il est au courant de tout ce qui s'est fait en bien. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'on le doit. Ça, c'est pas possible. C'est absolument... Comment ça se fait qu'il choisit cette ligne de défense? Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas les éléments qui sont dedans, et je ne suis pas à la place de ces avocats. Mais bon, peut-être que c'est évident pour monsieur tout le monde que tenir de tels propos, ça relève de, je sais pas moi... de l'amateurisme, oui, de l'amateurisme. Non, mais alors que c'est un crack. Là, vous voyez, on a quand même le grand caïd politique qui est en train de se déliter devant tout le monde en faisant des petits mensonges comme l'enfant qu'on attrape avec des bonbons dans la main et qui dit qu'il n'a pas mis la main dans le pot. Ça va pas. Ça va. Nous traitons 3 sujets avec notre